Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Humour, a été réalisée le 12 novembre 2020. Toc toc. J'ai dit toc toc. Qui est là? Toc toc. Qui est là? Toc toc. Qui? Ton trouble obsessionnel compulsif. Ouf. Je ne sais pas si cette blague est bonne ou mauvaise. Ce qui est bien, c'est qu'elle ne ment pas. Est-ce que j'ai un TOC? Y a-t-il quelqu'un qui n'en a pas? Je suppose que c'est quelque chose que tout le monde a, à des degrés divers. Qu'est-ce qu'un TOC exactement? Un trouble est une psychopathie mentale ou émotionnelle qui implique de tourner, turn, une fois que je me trouve de l'autre côté, trace, c'est-à-dire qui ne peut pas continuer, tout droit comme prévu, qui va à contre-courant et qui ne peut donc pas s'intégrer dans l'harmonie sociale ou le comportement collectif considéré comme normal. L'obsession vient du mot assiéger, c'est-à-dire une pensée qui s'installe fermement dans l'esprit et ne s'en va pas, qui reste lancinante. Et compulsif signifie essentiellement que cela se répète sans cesse, car c'est une pulsation constante, comme les battements du cœur. Ainsi, un trouble obsessionnel compulsif peut aller du fait de se ronger les ongles à l'incapacité de marcher sur les lignes tracées sur le sol dans la rue et à devoir toujours marcher sur des surfaces planes, car sinon une personne peut mourir. Une personne peut mourir? Selon le trouble, si la personne ne fait pas ce que son esprit et ses émotions lui dictent, des choses terribles peuvent arriver. Je crois me souvenir maintenant d'un TOC que j'avais quand j'étais enfant, et qui m'arrive encore parfois aujourd'hui, mais moins souvent. Quand nous étions en voiture et que je regardais par la fenêtre, je devais mordre doucement avec mes incisives chaque fois que nous passions devant un arbre, comme pour les compter en grinçant des dents. Heureusement qu'il n'y a pas de forêt dans la pampa argentine, sinon tu passerais ta vie chez le dentiste. Oui, c'est vrai, j'y ai souvent pensé. Je crois que depuis que je vis en Europe, ce trouble a disparu. Je me souviens qu'une amie, à l'université, avait développé un TOC qui la poussait à fermer parfaitement toutes les portes, fenêtres et placards. Et chaque fois qu'elle se levait pour aller aux toilettes, nous ouvrions tout et laissions tout à moitié fermé. Elle était désespérée. Puis, ça lui est passé. Je pense que c'était dû au stress des études. Un autre ami de l'école avait aussi un TOC qui le poussait à raconter des blagues après chaque phrase. Ça nous faisait rire, mais j'ai compris qu'il le faisait pour cacher sa tristesse. Un jour, en riant sans arrêt, je lui ai dit « Tu n'as pas besoin de me faire rire. Je sais que tu veux pleurer à cause de ce qui t'est arrivé. » Cela l'a brisé. Il s'est mis à pleurer et ensuite, il n'a plus raconté de blagues tous les 10 minutes. Il en racontait de temps en temps, mais nous pouvions désormais discuter. Qu'ont-ils tous en commun? Nous étions tous nerveux ou tristes. Nous étions tous stressés, sous pression, et nous ne savions pas comment nous en sortir. Le cerveau, comme nous l'avons dit, est un organisme développé pour stocker et interpréter des données. Il cherche à ordonner les choses pour trouver l'harmonie, la symétrie, l'équilibre, et c'est seulement ainsi qu'il aura le sentiment de remplir sa fonction. Lorsque vous cachez quelque chose dans les profondeurs de votre subconscient, par dégoût, par tristesse, parce que vous vous sentez dépassé, lorsque vous ne pouvez pas traiter consciemment les choses et que vous les cachez dans l'ombre, toute l'énergie dont dispose le cerveau pour résoudre le problème doit être appliquée à quelque chose. Ainsi, le subconscient cherche des réactions pour mettre de l'ordre dans les idées, les choses, les pensées, les situations. Et de cette façon, l'attention cesse d'être centrée sur le problème à résoudre et se reporte sur quelque chose de banal, sans aucune valeur, mais qui reçoit le poids
de tout ce qui se trouve à l'intérieur. Que ressentais-tu lorsque tu comptais les arbres avec tes dents? Que je les reliais, je sentais que si je ne le faisais pas pour certains d'entre eux, il y avait des choses qui restaient en suspens, comme des trous dans un tissu. Cela me désespérait de penser qu'ils n'étaient pas tous reliés à ce réseau invisible. La pression que tu ressentais enfant avec ce que tes guides, tes professeurs et tes souvenirs te transmettaient sur la reconnexion du réseau. La responsabilité de faire en sorte que des milliers de personnes t'écoutent, le fait de devoir te montrer au monde, les questions sur la manière d'y parvenir, comment parler, comment affronter la honte que te causait le public, réussir à aller dans tous ces endroits du monde qui semblaient si lointains. Comment, à tout cela, un enfant de 12 ans ne pouvait pas assumer une telle responsabilité? Ton cerveau l'a donc fait taire, en comptant et en connectant les arbres avec les dents que tu utiliserais pour parler et te montrer au monde. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. Maintenant, cela a beaucoup de sens. Donc, c'était moi-même qui essayais de me protéger de la pression, du stress. Ce que fait ton esprit, c'est se protéger en créant une réalité parallèle sur laquelle il peut se concentrer. Rappelle-toi que ton corps ne se soucie que de vivre et de survivre. Il se moque de ta quête spirituelle ou de la transcendance de l'être, car il a été conçu pour se protéger des menaces et te maintenir en vie le plus longtemps possible. Et parfois, il doit même se protéger de la vérité. En effet, un individu qui a grandi entouré de mensonges comprendra que ceux-ci lui ont été utiles pour rester en vie et trouvera donc du réconfort et de la sécurité dans le mensonge, faisant de la vérité une menace susceptible d'entraîner le chaos, la destruction et l'inconfort. C'est ainsi que le cerveau, l'émotion, préfère nier cette réalité et créer une fiction, une réalité parallèle où la tension peut se libérer. Waouh, c'est impressionnant. Toutes les religions, cultures, pensées scientifiques, spiritualité, philosophie, idéologie sont des réalités parallèles, créées pour s'accrocher à un sentiment de sécurité basé sur des mensonges plus digestes. Mais tu viens de mettre la science, une étude factuelle et objective, dans le même sac que la religion. Comment cela se fait-il? Tout ce qui est considéré comme séparé de l'autre est une pensée parallèle de survie. Je n'ai pas dit science, mais pensée scientifique. Nous avons dit que le vide, le néant, c'est la seule chose qui nous unit tous en tant qu'un, le reste n'étant que des projections latérales. Je comprends. Donc, le cerveau, l'émotion, crée des sensations et des idées illusoires qui libèrent l'attention du conflit afin de ne pas avoir à faire face à un éventuel effondrement de son système de défense. Exactement. Ainsi, le cerveau développe l'un des outils psychologiques les plus puissants de la pensée latérale, Lequel? l'humour. Faire rire? Donc, si je comprends bien, créer une réalité parallèle au niveau cérébral, c'est par exemple faire une blague sur quelque chose de gênant. C'est une façon de commencer à comprendre l'humour d'un point de vue actuel, oui. Comme nous l'avons dit, face à une situation tendue ou traumatisante qui demande trop d'efforts au corps pour être résolue, le cerveau cherche un autre moyen de libérer la tension. Psychologiquement, cela se voit dans les blagues. L'humour a différentes ramifications, des plus saines aux plus sombres, et toutes génèrent une manière différente d'affronter une réalité qu'ils ne sont pas prêts à accepter comme une vérité absolue. L'humour, fait de l'esprit, est une façon de détendre l'atmosphère, de relâcher les tensions dans un environnement rigide et tendu. Comme lorsque, lors d'une conférence très informative et tendue en raison du sujet abordé, l'orateur fait une blague et que la tension se relâche, facilitant ainsi la transmission de l'information. L'humour crée une réalité fictive qui libère la pression des corps et des esprits. Les cultures les plus souffrantes, celles qui ont été les plus trompées, celles qui ont traversé le plus de conflits, ont développé un sens de l'humour plus développé que les peuples les plus résolus en moyenne, car celle-ci les aide à libérer la tension constante en créant des réalités parallèles, les rendant plus à l'aise dans des environnements chaotiques. C'est pourquoi les peuples méditerranéens, caribéens, africains et les zones latines des Amériques ont tendance à avoir une population avec un plus grand sens de l'humour.
alors que les peuples plus liés à la terre, de manière sédentaire, comme les peuples autochtones, asiatiques ou soumis à l'ordre froid des hivers rigoureux des pays du Nord, l'humour est plus dur et plus fermé, sans toucher autant l'ensemble de la population. L'humour est un outil de survie. Cela explique pourquoi, face à des situations douloureuses ou inconfortables, beaucoup ont tendance à rechercher l'humour pour sortir de la tension. Et aussi pourquoi les grands humoristes sont souvent des personnes qui ont beaucoup souffert. L'humour est un échappatoire pour un cerveau et une âme en tension constante. Mais qu'en est-il de l'humour dit noir ou sombre? Je veux dire, il existe de nombreux types d'humour. Rire des autres, rire des situations, rire de soi-même, rire des tragédies. Et souvent, l'humour génère plus de problèmes qu'il n'en résout, créant davantage de tensions. Une question très débattue aujourd'hui est celle des limites de l'humour. Y a-t-il une limite à l'humour? Non, la limite est fixée par la morale, et la morale est liée à un accord social et communautaire. L'humour est inhérent à l'être humain et ne peut être interdit par une loi idéologique. Cependant, ce qui se passe aujourd'hui, la raison pour laquelle on débat des limites de l'humour, est due au grand nombre de conflits. Les problèmes et les tensions ont cessé d'être locaux depuis 10 ans et sont tous devenus mondiaux. Vous pourriez me dire que les conflits mondiaux nous affectent tous depuis le colonialisme au XVe siècle, mais la vérité est que, jusqu'à la libre circulation d'Internet, sur les appareils mobiles personnels, il n'y avait pas vraiment de mondialisation réelle. Aujourd'hui, les problèmes collectifs ne sont pas seulement une guerre potentielle, mais ce que Juanita a dit à Pepito à propos de ses cheveux, et tout le monde peut en parler sur Twitter et en faire un conflit qui touche des millions de personnes. La surexposition à des conflits de toutes sortes rend l'utilisation de l'humour plus exacerbée. Si auparavant un conflit générait 3 blagues, aujourd'hui 1 million de conflits génèrent 3 millions de blagues. Toutes ces réalités parallèles reflètent la manière dont le psychisme de chacun tente de se défendre. Ouf, quel chaos dans quelque chose qui semblait aussi simple que de faire rire. Qu'est-ce que donc que l'humour? Le mot humour vient de la même racine que humain, terre humide. Vraiment? Humus, humide. Voici comment la terre humide est devenue une blague au début de la philosophie grecque. Aristote a souligné que tous les corps étaient composés des 4 éléments. L'humain est né de la terre, de ces éléments chimiques, mais à cette époque, il ne pouvait pas le comprendre. À son tour, l'eau coulait à l'intérieur. Toutes les idées anciennes disaient que l'humain était né de la boue, entre l'eau et la terre, modélé par les dieux qui lui avaient donné le feu qui permettait à son cœur de battre, l'âme et son esprit dans l'air, la respiration. Mais plus tard, les spécialistes du corps humain, tenant compte du fait que l'être humain était né de la boue, ont divisé le monde intérieur du corps de l'homme et de la femme en 4 boues différentes qu'ils ont appelées hymos, liquide. Les Romains reprirent cette idée grecque et la conservèrent, appelant ces 4 liquides humeurs, différenciés comme suit: sang, bile, jaune, bile noire et flegme. Ceux-ci furent connus comme les 4 humeurs qui composent l'être humain, mais plus tard, lors de l'expansion de l'Empire, le médecin Galien affirma l'existence d'un 5e humeur, la quintessence, qu'il appela pneuma, souffle, qui donna naissance au concept attribué à l'organe pulmonaire. Ainsi, la respiration, du latin spirare, donna naissance au mot spiritus, c'est-à-dire celui qui respire le souffle. Ainsi, le 5e humeur deviendrait un attribut de l'âme, ce que vous appelez en grec psyché, origine de tout ce que vous appelez aujourd'hui psychologique. C'est pourquoi l'humeur est devenue un attribut de l'âme, alors qu'en réalité son origine provient des eaux sombres de l'intérieur du corps. C'est pourquoi vous associez l'humeur au scorpion. Exactement. Les eaux profondes de ton corps, qui contiennent l'essence de ta vie, celles qui font tout pour te maintenir en vie, sont celles qui éveillent l'humour de ton âme. L'humour est donc un attribut de survie que tu dois transformer en un outil de conscience. La quintessence de ton âme est de prendre le poison et de le transformer en remède. C'est ainsi que le rire guérit. D'être un moyen d'échapper pour se protéger, l'humour peut sauver des vies en les libérant des tensions. Le rire, la grâce, cherche à échapper à la réalité, au conflit, et plus tu fuis le conflit,
Plus le rire, l'humour deviendront un poison qui générera encore plus de tensions et de conflits dans un monde comme celui d'aujourd'hui. Mais lorsque vous affrontez le conflit, vous reconnaissez que l'humour est la clé de la guérison organique ainsi que de la libération spirituelle. Riez humain, nous ont dit le 11-11-2011, lors de la rencontre des âmes. Les êtres qui ont parlé à travers moi l'ont répété plusieurs fois. Riez humain. Maintenant je comprends. Aujourd'hui, au 101e jour de l'alignement, le même code que ces êtres utilisaient ce jour magique du 11-11, le code ERKS qui est LOL, MDR en français. Et les maîtres nous disant riez, riez humain. Riez humain et vous serez libre. Avoir de la bonne humeur va bien au-delà d'une bonne blague. Toc toc. Qui est là? C'est moi. Et la blague? Me vois-tu avec un visage humoristique? Peut-être que cela te ferait du bien-être un peu humide de temps en temps. Je crois que j'ai compris. Ça s'appelle une blague grivoise et ça n'a rien à voir avec le chakra du cœur. Ris humain. Ris avec moi, esprit.